mets pas en doute, vous travaillez très bien, mais certes, c'est pas ça le problème. Quand on est policier, c'est pas quand on est policier, on va la chercher. Martine Bouillon. Et on va pas la chercher. Je suis désolé, j'ai été, moi, substitut des mineurs en Seine-Saint-Denis pendant 1 an, il n'y avait pas un seul enfant qui se droguait en Seine-Saint-Denis. Eh ben, je suis désolé, je n'ai pas vu une seule procédure d'enfants qui se droguaient en Seine-Saint-Denis. J'en ai pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants qui se droguent pas en Seine-Saint-Denis, qui se droguent en Seine-Saint-Denis. Il y en a, évidemment. Moi, j'ai une question. Je dis qu'il y a un moment où vous êtes en train de nous dire, je fais bien mon travail, j'en doute pas un seul instant. Je dis que vous n'êtes pas suffisamment curieux, que les réseaux pédophiles, vous savez parfaitement qu'ils existent en France, ils existent en Espagne, ils existent en Italie, ils existent en Belgique. Et pour aller de Belgique, vous donnez un réseau pédophile, c'est ça le problème. Vous me laissez finir. Je vais vous le donner la définition. De l'Italie en Belgique ou d'Espagne en Belgique, on ne passe pas par la France. Alors je sais que je suis mauvaise en géographie, mais quand même, la France, elle est là. Au milieu. Moi, je vous ai pas dit que ça n'existait pas, madame. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau? C'est un ensemble, un groupement de personnes qui ont des intérêts communs. En l'occurrence, les intérêts communs, c'est l'enfant, et qui font commerce ou non d'ailleurs, hein, qui utilisent l'enfant en réseau, c'est-à-dire pas chez eux, pas en tout petit comité. Mais en grand comité. C'est des réseaux mafieux, mais tant qu'on ne dit pas ça, on ne combattra pas les pédophiles. Je l'ai dit, j'ai redit. On est dans un état de droit. Moi, je peux pas me permettre de dire, à partir du moment où je n'en ai pas la preuve, que des enfants se passent comme ça pour être abusés. Ce que je sais, madame, effectivement, ce que je sais, c'est que des images pédophiles circulent. Alors si c'est ça que vous appelez le réseau, je suis totalement d'accord avec vous. Non, on parlait de fourniture d'enfants. La mort du pasteur Doucet. Ce que je peux vous dire, moi je vous parle des dossiers. Et moi je vous parle de réseaux. Moi je peux vous parler que des dossiers que je connais. Je peux pas vous parler de ce que je connais pas. Frédéric Bredin. Oui, je veux dire, est-ce qu'il existe des réseaux et quel type de réseau? C'est difficile en effet à établir, puisque par définition on les connaît mal. Mais je trouve que ce qui est important à dire, c'est que la situation est dans la prise de conscience collective. La solution, elle est dans la prise de conscience collective. Depuis quand même 10 ans en France, je trouve qu'il y a un progrès énorme qui est fait. Et que maintenant, c'est à chacun de savoir qu'il doit non seulement un peu écouter les enfants, regarder autour de lui et éventuellement avoir le courage de parler s'il a l'impression qu'il y a des choses anormales qui se déroulent. Parce que c'est vrai que la police ne peut pas s'auto-saisir quand même de faits sur de simples rumeurs. Bien sûr. En revanche, c'est sûr qu'il y a une loi du silence qui a duré pendant des années et des années et c'est à chacun des adultes de savoir écouter et éventuellement aller dénoncer les faits qui lui paraissent délictueux, voire criminels. La priorité aux politiques, elle est où? Parce que j'ai entendu cette petite phrase quand même, les filatures sont réservées aux grands trafiquants. Alors, si on n'est pas grand trafiquant parce qu'on trafique de la chair humaine, est-ce qu'il faut trafiquer La juge d'instruction. Écoutez, là, je crois vraiment que sur l'enquête telle qu'elle a été menée, il y a beaucoup à dire. Je l'ai dit dès le départ, cette enquête paraît vraiment étrangement menée. C'est le moins qu'on puisse dire, avec lacunes, retard et grosse anomalie. Alors, je vous donne volontiers d'autres exemples. On revient précisément sur cette enquête et on revient sur les affirmations de Marie et de la petite Sylvie à propos d'enfants assassinés, parce qu'on l'a entendu très, très clairement dans ce reportage à de multiples reprises. Les enfants ont dénoncé ces faits. Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'il y avait en France, je dis bien en France, des sacrifices et des charniers d'enfants? Et oui, Florian Maffei, un cas connu, Aurore Genard, les Micoulet aussi, à Saint-Victor, sont des cas connus. Ils disent exactement, Florian dit qu'on lui faisait voir des enfants dans des cercueils. Son témoignage est totalement crédible d'après tous les experts qui l'ont vu. Hein, et pourtant, cet enfant est en fuite avec sa mère actuellement aux États-Unis. Or, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a eu des instructions d'ouverture? Il y a eu des instructions, mais effectivement, malheureusement, faites à Nice, et puis Nice, comme le dit maintenant enfin le procureur Montgolfier, il y avait quand même des couvertures qui faisaient que les choses n'aboutissaient pas. Je peux vous dire que j'entends les enquêtes au vu des experts pluridisciplinaires, les commissions pluridisciplinaires qu'on a mis, parce qu'on fait les choses un peu sérieusement, j'entends les commissions pluridisciplinaires qui ont étudié ces dossiers, et ils sont épais, hein, démontrent que le travail était excessivement mal fait. Martine Bouillon. À Nice, je ne sais pas. Mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une instruction en cours. Mais voilà. Non, mais c'est extrêmement grave ce qui est dit sur ce plateau. C'est extrêmement grave. Frédéric Bredin, vous avez une réaction?
C'est absolument effrayant. Mais je voudrais dire peut-être juste un mot là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à entendre, si difficile pour tout le monde? C'est que c'est inconcevable. Oui. Et c'est pour ça, d'une part, les victimes, on l'a dit dans la première partie de l'émission, les victimes sont non seulement des enfants, mais elles se sentent coupables. Et c'est bien le problème de la parole, c'est que la perversité fait que la culpabilité est renversée et que c'est la victime qui se sent coupable, et en plus coupable éventuellement d'un drame familial, en plus du fait d'être coupable éventuellement de la mort, si je puis dire, judiciaire de ses parents. Donc il y a une grosse difficulté pour l'enfant à parler, et pour ceux tous, policiers, magistrats et nous tous, quand on entend ces histoires, une grosse, sans doute, difficulté à entendre parce qu'on est dans le domaine de l'inconcevable. Il faut savoir dépasser ça et se dire que ça existe. Jean-Yves Le Gallec. Non, mais je dois dire quand même que moi j'ai 10 ans de recul. Ça fait 10 ans que je dirige une brigade des mineurs. En 10 ans, l'évolution a été énorme. C'est-à-dire que chaque année, on voit une augmentation de 25% du nombre de dossiers dont nous sommes saisis. Ça signifie bien que les gens parlent, les gens réagissent. Donc, alors effectivement, on a des enfants aussi de plus en plus jeunes, hein, comme victimes. Je me souviens quand je suis arrivé, on avait beaucoup d'affaires qui concernaient des adolescentes ou des adolescents. Et c'était des affaires qui étaient souvent des affaires très très lourdes. Maintenant, de plus en plus, dès qu'il y a suspicion, dès qu'il y a quelque chose, il y a signalement. Et il est évident que pour les enfants, les conséquences sont moindres. Lorsqu'il s'agit de simples attouchements, c'est autrement moins grave que lorsqu'il y a eu des rapports sexuels à plusieurs reprises pendant plusieurs mois. Le mot de la fin à Martinis, moi j'aimerais vous poser une question. Pas des rapports sexuels, ce sont des viols. Oui, bien Moi, sûr, bien sûr que ce sont des... Attendez, juste j'ai une question importante à vous poser, enfin qui me semble très importante pour les enfants. Quelles sont les séquelles pour les enfants quand il y a eu viol, quand il y a eu abus sexuel, mais qu'il y a en plus, j'allais dire, déni de souffrance, c'est-à-dire que la justice ne reconnaît pas. Ce sont des enfants qui se mettent en situation de danger et de mourir. Ce sont des enfants suicidaires. Ce sont des enfants qui vont risquer de se faire renverser en passant tout le temps devant des voitures, se mettre en déséquilibre sur le rebord de la fenêtre, ne plus être capable de travailler à l'école. Ils disent « je n'arrive plus à me souvenir, mais je n'arrive pas à me concentrer ». Ils ont aussi une excitation qui a été déclenchée par l'agression sexuelle qui les maintient dans un stress permanent, qui déclenche chez eux des comportements sexualisés qui ont des conséquences aussi sur leurs frères et sœurs ou sur d'autres enfants. Je veux dire, les conséquences sont extrêmes en dehors de tous les malaises et somatisations dont parlait le médecin généraliste. Vous avez on parlait de toxicomanie, on parlait d'alcoolisme. Il y a énormément de symptômes qui suivent ces abus. Si la parole de l'enfant n'est pas reprise en compte, s'il n'y a pas de procédure judiciaire, parce qu'à ce moment-là, quand on reconnaît que cet enfant a été victime de quelque chose, il peut quitter cette place de victime. Un dernier mot, Georges Glatz, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que cette impression d'indulgence qu'on avait en France vis-à-vis des crimes sexuels est en train peu à peu de s'atténuer? Mais pour ce qui concerne les cas, excusez-moi, entre guillemets, classiques, on fait de grands progrès. Par contre, pour les réseaux, ça n'avance pas. Et vraiment, ça n'avance pas suffisamment. Moi, je crois que le pouvoir politique, maintenant, il doit faire vraiment face à ses obligations et mettre des cellules vraiment hautement indépendantes pour diriger ces enquêtes où on touche au réseau. Car les réseaux existent et je confirme effectivement les histoires de charniers. Je l'ai entendu il y a 2 ans dans des hauts milieux français qui touchent à Interpol. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Voici maintenant le...